On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, le directeur de l'organisme, et bienvenue dans cette saison 2 qui redébute à l'automne 2025. Peut-être qu'il y a des éléments qui vont trahir un peu les dates d'enregistrement aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est le premier épisode et ça commence en grande trombe. Je me souviens plus exactement du mot, mais c'est pas grave, on va y aller. Aujourd'hui, j'ai une invitée que je suis vraiment ravi d'avoir devant moi pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la seule personne, je pense, qui a vraiment émis un commentaire sur nos premiers épisodes sur YouTube, si vous allez voir. Je l'ai un peu teasé au cours de la première saison aussi de Maudite Marge parce que, évidemment, nos épisodes tournaient beaucoup autour des jeunes, sans grande surprise, autour de la marginalité, des jeunes les plus vulnérabilisés aussi. Et évidemment, des centres jeunesse appelés centres de réadaptation. On en reparlera. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, dans ce podcast, c'est naturel d'avoir cette invitée, mais je suis vraiment contente qu'elle vienne aujourd'hui avec son horaire très, très chargé. Donc, je passe la balle. On va commencer par une brève présentation, puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour, Leslie. Bonjour, Tristan. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien aujourd'hui. Oui. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui. Donc, je suis Leslie Hill, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, sous-ministre adjointe aussi. Bienvenue dans l'atelier, le local qu'on utilise depuis aujourd'hui 10 épisodes. Donc, Leslie, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, merci beaucoup d'être présent. Je vais peut-être le dire plusieurs fois aujourd'hui. Merci pour ta présence. De venir vouloir discuter avec nous, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. On a parlé beaucoup de collaboration intersectorielle par le passé. On a eu des gens de la police qui sont venus, des gens du communautaire, des gens de l'institutionnel aussi, d'un peu partout, mais c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Là, c'est pas de piéger personne ou de venir poser des questions, trancher un peu comme peut-être certaines entrevues que tu as eues dans le passé depuis que tu es nominé. Mais non, le but, c'est vraiment de discuter. Donc, c'est un podcast où est-ce qu'on vient jaser de marginalité pour mettre la lumière sur des enjeux, dénoncer d'autres choses, puis essayer de travailler ensemble. Donc, merci. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, tu nous as amené un petit quelque chose aujourd'hui pour... Oui. Redorer, bonifier la toile de la marginalité qu'on est en train de construire juste derrière toi. Avec, pour les personnes qui nous rejoignent pour le premier épisode, je vous dirais, on n'écoute pas une émission sans avoir écouté la première saison. Donc, je vous invite à aller voir les 9 autres épisodes pour savoir pourquoi est-ce qu'on a tous ces objets derrière. Mais pour continuer cette tradition-là, Leslie, tu nous as amené un objet qui représente pour toi la marginalité. Oui. Donc, je dévoile tout de suite mon masque. Donc, wow. C'est un merveilleux masque. Puis, je commencerai en disant que la marginalité, c'est pas toujours une mauvaise chose. Tout le monde voit ça négatif. Mais on regarde ce masque, c'est coloré, c'est théâtral, c'est différent, ça peut faire rire. C'est brillant. Donc, je trouve que c'est important de se dire que la différence, c'est une bonne affaire. Puis, chaque personne doit être capable d'être lui-même, elle-même, et se montrer telle qu'elle est, même si elle est un peu différente des autres. Et ça peut faire rire les gens et vraiment mettre beaucoup de gaieté dans le monde d'avoir des gens différents. Où ça devient un problème, c'est quand on sent qu'on a besoin de se cacher derrière un masque pour faire partie de la société. Quand on se sent comme si les gens nous regardaient avec un regard jugeant
ou un regard négatif, en fait, là, qui fait qu'on est un peu coupé du monde, puis on doit passer notre vie derrière un masque au lieu d'être soi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai amené cet objet pour ajouter à votre collection. Merci pour cette belle présentation d'objets, Leslie. Donc, je vais juste mettre la table pour débuter. On a quand même plusieurs situations en marge qui sont spécifiques et ton rôle, c'est très, très large quand même. C'est tout le Québec, directrice nationale de la DPJ, où tu vois vraiment toute l'immensité de tout ce qui se passe par rapport à la direction de la protection de la jeunesse. Et on a des jeunes qui sont vraiment plus vulnérabilisés, qui sont à plus risque grand de fugue aussi, et d'itinérance jeunesse. Donc, il y a des placements qui doivent arriver, il y a beaucoup de signalements qui doivent être retenus. Bon, je ne rentrerai peut-être pas dans les statistiques nécessairement, mais c'est vraiment une faible proportion quand même des jeunes que l'on voit en marge. C'est des jeunes qu'on a vus qui sont passés sur le podcast aussi, des jeunes qu'on voit qui sont hébergés, des jeunes qu'on va peut-être voir bientôt aussi. Mais je voulais quand même mettre la table que ton rôle est vraiment plus large que ça, mais j'aimerais qu'on angle la discussion sur les jeunes qui sont les plus vulnérabilisés au Québec, qui sont généralement ceux qui passent par en marge. À travers tout le Québec aussi, on a un organisme qui est également régional, même s'il y a vraiment une force à Montréal. Donc, ceci étant dit, je voulais vraiment mettre la table sur le fait qu'on est des partenaires et qu'on va essayer de collaborer ensemble vers le futur. Je vais prendre une petite analogie que j'avais bien aimée. J'ai fait du judo. Il y a quand même longtemps de ça, mais ça reste quand même beaucoup en moi aujourd'hui. Cette idée d'avoir des partenaires et non pas des adversaires ou des ennemis, qui est peut-être la façon dont on pourrait être vu. Puis je parle pas de toi ou de moi en ce moment, mais je pense qu'il y a une conception peut-être sociale ou sociétale même que la DPJ et le communautaire, des fois, ben c'est deux organisations qui vont s'affronter, qui vont travailler avec des visions vraiment différentes, mais ce qu'on a comme vision, c'est vraiment la même, c'est d'accueillir et de soutenir, d'accompagner les jeunes le mieux possible. Puis je pense que c'est vraiment ce que vous voulez faire aussi. Donc vraiment, on est des partenaires, on collabore et voilà, on a une belle discussion là-dessus. Je vais juste mettre la table sur ça, tout comme tout le monde qui est passé par le podcast. Je commencerai par une question bien simple. Comment ça va la DPJ? Depuis environ 9 mois, je pense que tu es là à la tête de cette grande organisation. Comment ça va, le portrait général après 9 mois? Et peut-être une sous-question avec tout ça, quand est-ce qu'on accouche avec les projets, justement? On a un 9 mois de gestation. On a hâte de voir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se passe, les troupes à la DPJ? Oui, bien, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la protection de la jeunesse à tout ordre ou de tout ordre. Donc, on est en train d'essayer de voir comment on peut arrêter le flux de signalement un peu à la porte d'entrée, parce qu'il faut être capable d'offrir autre chose aux familles et aux jeunes qu'une loi d'exception. Cela dit, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ce système-là. Si on pense juste au centre de réadaptation, j'ai été en consultation pendant plusieurs mois et c'est très clair que ce qu'il faut faire. On a des nouvelles orientations qui sortent cet automne. Donc, quand tu demandes quand on accouche, pour la réadaptation, c'est rapidement parce que les jeunes veulent du changement, les parents aussi, mais les intervenants aussi. Donc, des fois, on pense que c'est juste un ou l'autre de ces instances-là qui veulent du changement, mais ça a été vraiment unanime dans toutes les consultations que j'ai menées. Donc, on arrive avec une nouvelle vision, mais c'est clair que ça va prendre un peu de temps pour virer tout ça de bord parce que c'est un gros bateau quand même. Puis après ça, mais il y a plusieurs autres travaux qui sont en cours ou qui vont aboutir dès l'automne. Puis la consultation qui a eu lieu donc avec les intervenants, les jeunes, un peu tout le monde, les familles aussi, durant le printemps 2025, est-ce qu'il y a des éléments qui ont été surprenants? Parce qu'on pourrait voir ça comme un exercice qui doit être fait, mais quand même, je pense qu'on connaît quand même un peu c'est quoi les problèmes. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont sauté aux yeux puis qui ont fait « Oh, wow, on n'avait pas du tout vu ça, puis il faut vraiment qu'on l'intègre dans notre vision? » Sais-tu ce qui est sorti fort pour moi? En fait,
les besoins et les attentes sont un peu différents, la part des différents groupes. Donc, autant que les jeunes veulent plus de liberté, ils veulent expérimenter, ils veulent beaucoup plus de relations significatives et stables avec les intervenants, puis une approche peut-être un peu moins structurée ou encadrant, autant que les parents s'attendent à la sécurité, ils veulent pas voir leurs jeunes fuguer, ils veulent vraiment de la sécurité maximale. Puis là, tu as les intervenants qui sont un peu pris là-dedans, là, dans tout ça. Donc, il va falloir axer des interventions spécifiquement aux familles. Pour moi, ça a sorti vraiment fort. OK. C'est comment on travaille avec les parents, non seulement après, mais avant, pour essayer d'éviter des placements d'enfants, que ce soit en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, mais aussi comment on travaille avec eux autres durant cette période-là, puis qu'on compose avec les différents besoins de tout le monde qui font partie de ces familles-là. Il n'y a pas nécessairement des éléments qui ont été surprenants, mais plus l'intensité avec laquelle c'est arrivé de la part des familles. Là. Des éléments qui n'étaient peut-être pas nouveaux, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur dans les discussions. Les parents se sont mis de côté, hein, dans les centres de réadaptation, dans cette approche d'intervention-là. Les parents veulent être beaucoup plus impliqués et faire équipe avec les intervenants, dans le fond. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas équipe, déjà? Bien, c'est une bonne question. C'est comme si, historiquement, on a décidé dans ce système-là que c'est les travailleurs sociaux qui s'occupent des parents, puis les centres de réadaptation, les éducateurs qui s'occupent des jeunes. Mais dans les faits, tout le monde doit s'occuper des deux. Donc, ça fait partie de ce qui s'en vient, en fait. Des approches complètement renouvelées qui tiennent plus compte de la famille. Mais les jeunes, ils s'attendent à des changements aussi, puis ils ont raison. Sincèrement, pour moi, les approches sensibles au trauma sont requises dans tous les centres. On n'a plus le même type de jeunes hébergés qu'avant parce que, ce que les intervenants nous racontent, c'est vraiment peut-être des profils comportementaux plus à risque. Donc, c'est sûr que les intervenants, dans ce temps-là, la gestion de risque devient vraiment centrale à ce qu'on a besoin de regarder parce que on ne peut pas être à risque zéro, c'est impossible. Si on est à risque zéro, bien, on va enfermer tout le monde, puis ils vont être à risque physiquement, mais complètement psychologiquement, tu sais. Et à risque total rendu à 18 ans. Absolument. Puis ça sort fort chez les jeunes, puis ils ont raison, on les prépare pas suffisamment à la vie autonome. Puis l'autonomie, là, c'est pas réaliste non plus de penser qu'ils vont être capables de voler de leurs propres ailes à 18 ans. Il n'y a aucun jeune dans la société actuellement qui est prêt à partir de chez ses parents complètement autonome à l'âge de 18. Là. Donc, il va falloir être beaucoup plus rapide à soutenir les jeunes dans l'acquisition de compétences qu'ils souhaitent acquérir. Puis ça, c'est un processus. T'sais, on ne peut pas rentrer des affaires dans la gorge du monde. Là. Il faut accompagner les gens. Donc, c'est beaucoup ce qu'on va être en train d'essayer d'amener comme vision à l'automne. OK. Puis cette vision-là, est-ce que c'est juste un problème de vision? Est-ce qu'avant, il y avait une vision qui était vraiment plus rétrograde, puis là, on arrive avec des approches nouvelles? Est-ce que c'est seulement ça ou est-ce que c'est une grosse partie du problème? Bien, c'est une vision, mais c'est des approches aussi, hein? C'est sûr que les approches d'autrefois étaient très axées sur la délinquance. Mais du moment que tu arrives, puis tu as des jeunes qui ont vécu des traumatismes de toutes sortes, tu peux pas être juste sur la délinquance parce que sinon, tu es sur le comportement visible. Tu es sur la pointe de l'iceberg, là, ce que tu vois, tous les comportements un peu contestataires, etc. Puis tu n'es pas en train de regarder qu'est-ce qui amène ces comportements-là, puis pourquoi les jeunes sont rendus à ce stade-là dans leur parcours, puis comment on peut les aider adéquatement. Il faut tenir compte de l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est les approches aussi. Après ça, c'est la composition des équipes. On est en train de regarder ça aussi. Tu sais, je regarde les endroits où ils ont mis une ergothérapeute, par exemple, dans les équipes de centre de réadap, comme à Valleyville. C'est complètement différent, l'approche.
Ils regardent les environnements physiques, ils regardent ce qui va apaiser les jeunes qui sont hébergés pour vrai. Ils regardent les besoins de certains jeunes qui ont des besoins spécifiques, comme ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme diagnostiqué, par exemple. Mais ils n'ont pas exactement les mêmes besoins qu'un autre jeune à côté. Donc, il faut commencer à individualiser puis voir comment on peut sortir du one size fit all, là. Mm-hmm. Tu sais, programmation, puis tout le monde doit suivre comme si on était dans l'armée. C'est pas vraiment ça qui aide, en fait. En effet. Puis, tu dis autrefois, mais autrefois, les approches, il y a 1 an, est-ce que c'était ça aussi? Ça a changé. Le changement a l'air de vouloir se faire présentement. Est-ce qu'il doit y avoir d'autres enjeux aussi structurels un peu plus importants? Parce que je me dis, sinon, ça serait déjà fait. Ça fait longtemps qu'on a quand même réalisé qu'il y avait ces nouvelles approches-là. Puis le fait d'avoir plusieurs personnes autour des jeunes et des familles, c'est bénéfique. Je pense pas qu'on a réalisé ça en 2025 non plus. Donc, qu'est-ce qui vient freiner? C'est quoi les gros freins? Bien, avant de parler de freins, je dirais que c'est une évolution. Hein. Tous les systèmes publics évoluent. Donc, il y a 10 ans, c'était pas la même chose qu'il y a 2 ans, puis ça sera pas la même chose l'année prochaine, parce que les connaissances évoluent dans ces domaines-là. Mm-hmm. Donc, il faut reconnecter la recherche avec le terrain. Ça, c'est une des choses que je pense très, très important. Mais après ça, les savoirs expérientiels aussi, ça, c'est relativement nouveau. Mm-hmm. Ouais. Donc, plus on valorise les savoirs, il y a des savoirs terrain, des savoirs de la recherche ou scientifiques, mais les savoirs des jeunes eux-mêmes et des parents, si on croise tout ça, je pense qu'on va avoir des approches beaucoup plus adéquates, beaucoup plus contemporaines, puis répondre mieux aux besoins. Si on parle de freins, parce que c'était ça ta question. Oui, les freins. C'est sûr que dans les services sociaux, dans leur ensemble, je dirais qu'il y a eu certains glissements depuis les dernières réformes en santé et services sociaux. Tu sais, celle de 2015 n'a pas fait du bien, là. Donc, on a eu des avancées, puis on a eu des reculs, puis là, on réavance à nouveau. On avance, là? Santé Québec, on avance? Bien, moi, je pense que oui, mais c'est compliqué au bout, là. Mm-hmm. Chaque fois que tu es dans une réforme d'envergure, ben, tu fais face à des nouveaux défis, des nouveaux enjeux, là. Des coupures aussi, clairement, en ce moment. Là. Ça doit pas être facile de mettre tout ça à jour, mais dans un contexte quand même un peu austère. En jeunesse, il n'y a pas eu de coupure l'année passée. Là, je guette ça comme un aigle perché en haut du réseau. Moi, je les guette un peu aussi de mon côté, là. Mais c'est sûr que le contexte n'est pas facilitant pour mettre en place des changements d'envergure. Hein. Je préférerais arriver dans une période de vache grasse où on a plein d'argent à mettre. Mais en même temps, les contraintes forcent un peu la créativité des fois. Peut-être que c'est pas juste une question d'argent, mais de gestion de cet argent-là. Mais c'est tout ça, c'est une question de transformation. Mm-hmm. Tu sais, quand on regarde le budget global, on ne peut pas se contenter au Québec d'avoir 80% du budget en protection de la jeunesse, puis 20% en première ligne. Mm-hmm. Donc, quand on regarde nos enveloppes, ça nous convie à une transformation majeure. Puis là, si tu regardes un peu plus pointu, bien, le placement compte pour 60% du budget. Donc, du moment que tu places le monde, que tu investigues des signalements, ça, c'est un autre 10% à peu près, mais il reste quoi pour donner des services à des gens qui ont besoin de services? Donc, moi, je pense qu'on y convient à une transformation. Mais ça ne veut pas dire qu'à terme, il n'y aura pas des investissements requis. OK. Est-ce qu'il y a des outils ou des nouvelles manières de fonctionner qui permettraient justement d'accélérer ou de peaufiner aussi cette gestion des signalements qui prend beaucoup de place, on dirait, dans toute cette machine? C'est pas des outils qui vont régler ça. Là, je reviens à la vision. Ouais. Parce que c'est une vision sociétale que ça prend. Mm-hmm. Et je suis très sincère quand je dis ça. On peut pas penser que c'est un système puis une loi qui va protéger les enfants au Québec. Mm-hmm. C'est tout le monde qui doit protéger les enfants au Québec. C'est les parents, d'une part,
c'est les écoles, les garderies, c'est tous les systèmes publics. Puis après ça, oui, on a une loi qui est supposée d'être utilisée exceptionnellement dans des situations de maltraitance qui a sa place. Mais, on est la seule province qui avons mis dans sa loi le trouble sérieux du comportement. Puis c'est beaucoup de ces jeunes-là qu'on parle aujourd'hui. On ne fera pas cette modification législative tout de suite parce qu'on n'a rien d'autre en place pour leur donner de l'aide, mais moi, je pense pas que c'est une loi d'exception qui va répondre adéquatement aux besoins des jeunes avec des troubles de comportement. Non? Qu'est-ce qui viendrait les aider? C'est des services. Comme quoi? Ça sort super fort dans les consultations avec les parents. Il y a beaucoup de parents qui se sont signalés eux-mêmes leur situation parce qu'ils n'arrivaient pas à contenir les comportements de leurs jeunes à la maison. Puis c'est pas juste des comportements extériorisés là, qui dérangent, entre guillemets, autrui. Là. C'est des enfants, des jeunes avec des profils suicidaires, avec des comportements dangereux pour eux-mêmes. Donc les parents se sont signalés eux-mêmes ou ils essayent d'avoir de l'aide pour leurs enfants et pour eux-mêmes, puis ils n'en trouvent pas. Puis il y a des enfants là-dedans, soit ils ne sont pas pris en charge adéquatement par des services de santé mentale, par exemple, puis ils ne reçoivent pas l'aide qu'ils ont besoin, ou ils sont carrément exclus d'un parcours scolaire qualifiant. Donc, imagine l'école qui met dehors des enfants, des familles sous pression déjà, ou peut-être tu as des parents qui travaillent, mais pas avec le gros salaire. Puis là, c'est pas typique. Il y a toutes sortes de familles là, dans les services de protection, mais imaginez la pression que ça met sur une famille. Puis là, le jeune est revenu à la maison, exclu de l'école, le parent inquiet pour le jeune, toutes les problématiques, excusez-moi, sociales qui sont là depuis la pandémie, ben c'est explosif. Donc, quand je parle de service, c'est ça que le monde a besoin. Ils ont besoin d'aide. Puis c'est pas la DPJ nécessairement qui peut les aider à ce moment-là. Peut-être que c'est rendu trop tard quand les parents s'en viennent à s'auto-signaler pour avoir des services au Québec. C'est un peu dramatique, là. Ben, j'ose croire qu'on peut aider encore, mais c'est pas la panacée. Il faut que tout le monde comprenne que c'est pas la panacée de prendre en charge des familles en vertu d'une loi qui est supposée d'être exceptionnelle. C'est très dur pour les familles quand on débarque. C'est la DPJ qui débarque. C'est le grand bras de la loi, là. C'est l'État qui vient dire aux familles, vous ne faites pas votre job, vous n'êtes pas bon. C'est dur pour les familles. Puis il y a des parents qui ont connu des traumatismes intergénérationnels, qui ont connu des parcours scolaires chaotiques aussi, qui ont de la difficulté à traiter avec les systèmes publics. Donc, quand c'est la DPJ qui débarque et pas des services d'aide, bien, ils peuvent devenir très agressifs, très difficiles et on peut avoir tendance à intervenir d'une façon pas aidante avec eux, juste pour contenir les comportements qu'ils peuvent exhiber, en effet, mais qui sont créés en quelque part par le contexte d'intervention dans lequel ils sont pris. Mais la DPJ est là pour l'enfant d'abord, évidemment. Puis là, je sens que le changement de vision serait d'inclure davantage la famille à l'intérieur de ça. Il faut arriver à ça. Sincèrement, il faut arriver à ça. Ça aussi, c'est un robinet, là, sans arrêt. Les jeunes parents qui ont des enfants qui sont signalés également, qui vont eux également aussi à leur tour avoir des enfants sur la DPJ, en lien avec la DPJ, c'est quelque chose qui doit être freiné évidemment aussi. Puis je me dis, oui, ça impacte les familles. On en voit beaucoup en marge. Justement, on fait des contacts, on a des suivis, on fait des groupes. On aura un autre épisode là-dessus pour venir parler de tout ce qu'on fait par rapport à la famille. Mais en fait, je suis content qu'on ait ce service-là. Je trouve un peu dommage qu'on ait besoin de ce service-là. Ça serait le fun qu'il y ait quelque chose d'institutionnel qui existe pour répondre davantage à ça. Nous, on vient répondre comme les jeunes aux carences d'un système. Puis le système, c'est pas juste la DPJ, là, c'est vraiment tout ce qui est institutionnel, qui est gouvernemental. Mais
on aimerait ça que ça cesse, puis on les voit, on les voit les besoins de ces parents-là d'être accompagnés. On a commencé justement à avoir un accompagnement de ces parents-là quand il y a des tables, des comités pour leurs jeunes, parce qu'il y a 10 personnes pour l'enfant, puis il y a 0 personne qui est là pour le parent. Puis les parents se sentent quand même assez laissés pour compte, en position d'opposition définitivement, avant même de rentrer dans la pièce. Fait que c'est sûr que c'est pas les meilleurs contextes, généralement, pour créer une entente, une collaboration entre tout le monde, puis d'arriver à quelque chose qui va vraiment être positif pour toute la famille. Mais j'ai une question un peu plus précise par rapport à la DPJ, justement, parce que tu es là pour ça. Comment vont les équipes, justement, parce que c'est difficile pour les familles d'arriver, de devoir arriver à la DPJ, de prendre l'enfant, qu'il y a des enjeux par rapport à ça, de devoir gérer tout ce stress-là, puis ce sentiment de honte, souvent, qui remonte. Mais pour les équipes qui y vont aussi, ça doit être quand même lourd. C'est quelque chose de très difficile sur le moral des personnes qui s'en vont travailler là et qui peut-être sentent qu'ils en ont beaucoup, beaucoup sur les épaules. Comment vont les équipes? Comment va la santé mentale des équipes après 9 mois d'être là puis j'imagine d'avoir parlé à beaucoup de personnes sur le terrain? Je te dirais que ça dépend des équipes. J'ai vu des équipes hyper mobilisées en me promenant. Puis on pense pas ça parce que ce qui sort à l'extérieur, c'est ça va mal. Tu sais. Puis c'est sûr que on manque de personnel, il y a de la pression dans ce réseau-là, il y a une pénurie de ressources humaines qualifiées. C'est des très, très jeunes intervenants qui arrivent, surtout du côté de la protection de la jeunesse, plus que dans les centres de réadaptation, quoique on a quand même des intervenants relativement jeunes. Mais je ne veux pas nécessairement dire pas mobilisé. Ça veut juste dire besoin de plus d'encadrement, plus de formation, plus de soutien à l'intégration. Donc, je dirais qu'il y a une pression sur le réseau. Puis, ce qui est le plus dur pour les intervenants, je pense, c'est quand ils sentent qu'ils n'ont pas le temps requis pour vraiment donner le service qu'ils veulent donner ou créer le lien qu'ils veulent créer avec les jeunes sous leur responsabilité. Plus les équipes sont stables, mieux elles se portent. Généralement, là, c'est mon constat. En effet. C'est mon constat également en marge. Mais justement, ils n'ont pas le temps parce qu'il y a une pénurie de personnel. Il n'y a pas assez de gens. Fait que c'est difficile. Comment est-ce qu'on sort de ce cycle-là sans fin de gens qui n'ont pas envie d'y aller parce qu'il n'y a pas assez de monde, parce que les conditions ont l'air difficiles, mais en même temps, on a besoin d'avoir plus de monde pour que ça s'améliore. Puis je suis partiellement à blâmer là-dessus aussi. Moi, j'ai un bac en travail social aussi. Je suis allé faire mon bac. Je suis rentré en 2015. Puis je le dis avec un sourire, mais je suis rentré en me disant je vais aller travailler comme travailleur social en centre jeunesse. Ça donne bien, on a des postes disponibles. Ben justement, mais le problème, c'est que je suis sorti en 2018 en me disant il n'y a aucune chance que j'aille travailler là. Je me suis dit, de tout ce que j'entends, ça n'a pas de bon sens. Pour moi, humainement, d'aller travailler là, ou le sentiment d'utilité que j'aurais. Là, on parle de 2018. Peut-être que les choses sont en train de changer, ont changé un peu aussi. Mais des échos que j'entends aussi, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup, beaucoup de pression, peu de reconnaissance et le sentiment d'utilité un peu plus faible parce qu'on sent qu'il y a juste des problèmes autour de soi. Puis beaucoup, beaucoup de burn-out, beaucoup, beaucoup d'arrêt de travail aussi en raison d'épuisement professionnel. Donc, ça donne pas envie d'y aller. Moi, j'aimerais ça. Puis là, je veux pas faire peur à quiconque qui m'écoute, qui travaille en marge. J'aimerais ça être convaincu d'aller travailler comme travailleur social à la DPJ. C'est quoi le pitch de vente? C'est quoi qui donnerait envie à moi et à d'autres personnes qui ont envie de faire le bac, aller travailler là-dedans, de venir travailler pour la DPJ, malgré tous ces enjeux-là? J'ai une couple de réponses à ça. OK. Le bout de ta phrase qui me frappe le plus, c'est « avec ce que j'entends, j'ai pas le goût d'y aller ». OK. Donc, je dirais que la première affaire, c'est qu'on arrête de taper sur eux autres puis d'en parler négativement. Puis ça, c'est pas facile parce que je veux pas non plus dire à la population qu'il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes à corriger. À la fois, c'est pas vrai que c'est tous des monstres qui se lèvent le matin pour brutaliser des enfants là-dedans, là. Les gens vont dans cette profession-là parce qu'ils veulent aider. Donc, ils ont étudié en travail social ou en éducation spécialisée, peu importe, pour aider les gens.
c'est sûr que c'est un contexte d'intervention très difficile. Faut pas se leurrer. Quand on a vu avec la dernière réforme, justement, l'intégration de toutes les listes d'ancienneté, on a vu un exode de la DPJ vers d'autres secteurs parce que tout d'un coup, les gens conservaient leur ancienneté puis pouvaient aller dans un lieu où c'était du 9 à 5, pas de week-end, pas de soir, pas de stress ou moins de stress, moins de violence, etc., avec à peu près les mêmes conditions. Donc, c'est sûr qu'on a vu un exode à ce moment-là. Mais tu sais, si je recule un peu, puis moi, j'ai jamais travaillé en centre jeunesse, mais quand je suis arrivée dans ce réseau-là, un peu plus tard dans ma carrière, en fait, 2012, c'était dur d'avoir des postes permanents là-dedans. Les gens étaient fiers de travailler pour protéger des jeunes. Donc, on a vu quelque chose vraiment s'effriter en lien avec l'identité, puis la fierté, puis la noblesse de la mission, dans le fond. Parce que dans les faits, si on représente la société ou l'État là, dans un contexte d'intervention comme ça, fondamentalement, c'est pour aider les enfants. Ça devrait être noble. Mais c'est pas ce qui circule maintenant. C'est juste le négatif. Ce qui circule dans les médias, peut-être dans la population générale, moi, c'est sûr que quand je dis avec ce que j'entends, c'est aussi dans mon rôle interne. Je suis quand même directeur dans Marge 12-17. J'ai accès à beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau institutionnel directement aussi, puis qui me parlent de leur réalité, des travailleurs sociaux aussi. Donc, c'est sûr que je fais plus référence aux conditions de travail, puis la reconnaissance interne des gens qui travaillent là aussi. Peut-être qu'il y a des vases communicants entre ce qui se dit à l'extérieur, puis ce qui influence sur les personnes qui vont appliquer, puis qu'après 10-15 ans, il y a un impact il y a un impact. Donc, peut-être que c'est un peu ça, mais comment est-ce qu'on améliore cette santé mentale interne des gens, même si, oui, peut-être que la vision externe de ce qui se passe à l'intérieur se fait difficilement. Elle est moins bien vue, mais peut-être qu'il y a quand même des changements qu'on peut mettre à l'interne aussi pour améliorer, puis donner envie aux gens, éventuellement, avec le bouche à oreille, de peut-être revenir dans le réseau. Oui. Il y a des conditions de travail que tu ne peux pas changer, comme c'est 24/7, c'est le week-end, c'est le soir, c'est 7 jours par semaine. Tandis qu'au CLSC, c'est souvent du lundi au vendredi de 9 à 5. Donc, c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas changer. Les trucs sur lesquels on peut travailler, à part des conditions financières, bien évidemment, là, c'est de la supervision clinique, c'est du soutien, c'est l'esprit d'équipe. Parce que, je répète, mais j'ai vu des équipes mobilisées. J'ai vu des équipes très démobilisées aussi. Donc, quand je me promène, je vois les deux, puis je pense que les conditions qui les diffèrent, c'est la capacité d'innover aussi. Tu sais, quand il y a une équipe qui sent qu'il y a de l'impact, tu l'as dit toi-même, qui peut innover une réponse aux besoins des jeunes, qui ne sont pas en train de crouler sous la paperasse. Ça, c'est un élément vraiment important. Quand on peut donner la marge de manœuvre pour vraiment être en relation avec les jeunes, puis mettre en place des trucs avant-garde, le monde est content. Hein? Ils sont heureux de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand tu es pris dans un roulement du personnel, pas de soutien, tu sais, on a beau mettre des orientations ministérielles disant qu'il ne faut pas que le monde commence avec des caseloads complets, parce qu'ils ont besoin d'une intégration progressive, puis du soutien clinique. Puis, il y a des établissements qui écoutent ces consignes-là, puis il y en a d'autres qui n'écoutent pas. Puis ceux qui les écoutent pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vois pourquoi ils n'écoutent pas. Ils ont des listes d'attente de fous, ils ont de la difficulté à arriver. Donc, je reviens à ma transformation. Je ne veux pas nommer des régions, mais il y a une région que j'ai dû challenger, on va le dire de même, là, parce que il y a énormément de signalements. Quand je commence à regarder les services de première ligne, il n'y a pas de TS dans les écoles, il n'y a pas de première ligne qui fait du reaching out. Tu sais, il y a des conditions requises pour donner de l'aide aux familles, aux lieux qui arrivent à la protection de la jeunesse. Donc, il faut que cette vision plus large s'articule sur le terrain. Et ça prend des partenariats forts avec les ressources communautaires. S'il y a quelque chose qui est sorti dans ma tournée, puis
Puis particulièrement dans certaines régions, c'est à quel point le partenariat est fort dans certaines régions, puis ils s'en tirent beaucoup mieux. Ouais. Ben, Québec, là, j'ai été très impressionnée, pour vrai. Ouais. Puis je suis allée à Squat la semaine passée, Squat Basseville. Ouais. Et le CIUS, la DPJ, ils se sont déplacés pour venir avec moi, pour mettre en valeur ce que leur partenaire a fait à Squat Basseville. Quand je suis, tu sais, je veux pas faire des liens avec d'autres régions, mais tu sais, nous, on a passé une demi-journée, moi et ton équipe. Ouais. Mais, tu sais, j'aurais dû inviter, je pense, le CIUS, parce qu'il va falloir vraiment s'assurer que ces liens-là, partenariaux, soient forts partout. Oui, je suis bien d'accord, mais on en fera des invitations, il n'y a pas de problème. Exactement, on se reprendra. Ce n'est qu'une partie de plusieurs. Puis oui, en effet, j'entends aussi qu'à Québec, il y a quand même beaucoup plus de transparence puis de liens entre le communautaire et l'institutionnel. À Montréal, on est quand même fort là-dessus aussi, de manière générale aussi. Il y a beaucoup de programmes qui existent, puis de collaboration par rapport aux jeunes, par rapport à plein de problématiques. On a parlé beaucoup sur le podcast d'exploitation sexuelle aussi. On a le programme Sphère avec Mélissande, ma collègue, qui est venue discuter, animer certains épisodes vous aussi. Vous êtes fort à Montréal là-dessus. On est très fort là-dessus. On a la table d'action concertée montréalaise en exploitation sexuelle avec mon collègue Jonathan en congé parental, pour ne pas le nommer, qui coordonne ça depuis 4 ans déjà aussi. Et donc, on est très fort là-dessus, mais c'est des programmes qu'il faut quand même se battre. On entend beaucoup de coupures. Tu sais, j'en profite, tu parles que c'est important d'avoir des liens avec les ressources communautaires. On entend qu'il y a peut-être des coupures qui s'en viennent, qu'il y en a eu un peu aussi de ce côté-là. Pour nous, c'est très important de garder ces liens très, très forts, comme le programme Sphère, de s'assurer qu'il y a une collaboration qui demeure par rapport au programme Sphère. Il y a également une structure qu'on aurait parlé aussi qui s'appelle la structure Fugue Sexo-Toxico, qu'on appelle FST, où est-ce qu'on travaille justement, c'est un corridor de services. C'est moi qui ai mis ça en place dans le temps. C'est justement ça. C'est toi qui avais mis ça en place il y a 2016, je ne sais pas trop. Exactement. Oui, donc une structure collaborative, vraiment travail entre le communautaire et l'institutionnel, qui est très forte encore, avec laquelle on est des partenaires très intégrés, qui pour moi, c'est ces deux instances-là, avec le Sphère aussi dont je parlais, c'est des éléments, c'est des organisations, des programmes qui doivent rester parce que justement, je pense que quand il y a un stress où on a peur de manquer d'argent et tout, puis qu'il faut vraiment resserrer, consolider, je pense que la tendance serait d'aller couper tout ce qui se fait avec l'extérieur puis avec les autres ressources. Mais j'ai l'impression que ce serait une erreur. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que... c'est sûr que ça serait une erreur. Le fait d'aller couper tout ça ferait que finalement, on se retrouve avec nos problèmes internes. On ne parle plus à personne non plus. On n'a plus cette vision extérieure qui vient nous aider à travailler des problèmes. Par exemple, avec cette structure-là, on est capable d'avoir des sorties autorisées avec les jeunes qui sont en centre jeunesse et qui font des fugues à répétition. Problème qui semble parfois un peu difficile à résoudre, mais on essaie de travailler avec ces jeunes-là et les équipes internes des centres jeunesse et nous, en marge, de faire, on va essayer de faire que plutôt que la personne vienne fuguer sans arrêt, on va essayer d'avoir des sorties autorisées pendant la fin de semaine. Viens un samedi, viens passer un 24, un 48 heures chez nous pour faire tes choses, voir tes amis, tout ça, repars après, parce qu'on pourrait faire 3 épisodes là-dessus, mais le lien social des jeunes en centre jeunesse, la pertinence d'avoir des liens sociaux, puis le fait que leurs conditions de vie en centre de réadaptation permet rarement ça. C'est important. Puis il faut changer ça. Il faut changer ça. Donc, je suis content d'entendre dire que c'est vraiment essentiel de conserver ces structures-là. Je vais essayer d'accélérer. On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un élément que je ne voulais vraiment pas oublier. C'est des petites citations de jeunes qui sont passés par ici. Puis je voulais voir un peu comment tu réagis par rapport à ça. Si tu me le permets, ça va être très rapide. Il y a une jeune qui est venue qui a parlé dans sa présentation aussi de l'objet marginal, qui nous disait qu'elle avait le petit pot de pâte à modeler qui est juste derrière toi. On va essayer de ne pas montrer la marque, là, mais le tout petit pot de pâte à modeler qui m'a quand même marqué, je voulais quand même le nommer. La pâte à modeler représente un peu toutes les sphères de la vie et surtout de la marginalité, parce qu'on doit constamment se modeler à la réalité. On nous impose de nous modeler dans un moule imposé par la société, mais quand la pâte ne bouge plus, elle assèche, durcit et devient fragile. Et là, c'est devenu trop tard, elle casse. On ne peut pas modeler une personne comme nous voudrons qu'elle soit. C'est tellement triste d'entendre ça. Puis je fais le lien avec ce que je disais au départ. Mm-hmm. Ça, c'est quelqu'un qui sent qu'elle ne peut pas être elle-même, qu'elle doit toujours porter un masque. Puis dans son cas, elle, mais c'est le masque de la conformité.
C'est vraiment pas de la conformité qu'on doit demander aux jeunes. C'est de travailler avec eux, accompagner, puis les aider à découvrir par eux-mêmes la société, puis les bons choix pour soi. Puis ça, c'est itératif, puis c'est pas linéaire, un parcours. Puis il faut leur permettre d'être qui elles sont aussi. Et se découvrir. Tu sais, tu demandes à un jeune qui a vécu plusieurs traumatismes, c'est quoi ton rêve dans la vie? Des fois, ils savent pas. Des fois, oui, là, mais il y en a qui n'arrivent pas à rêver. Donc, il faut commencer à expérimenter, se sentir inclus. C'est comme le début de tout, hein? Se sentir aimé, accepté, inclus. C'est pour ça que c'est tellement important pour les jeunes d'avoir des espaces inclusifs. C'est ça qu'En Marche devient pour plusieurs. Oui, parce on souhaiterait aussi que ça soit de même dans les centres de réadaptation. Absolument, je suis d'accord avec toi. Mais pas trop. Je veux pas les garder en centre de réadaptation. Ma visée, c'est de les sortir le plus vite possible. Sincèrement, c'est pas bon pour les jeunes d'être institutionnalisés. Donc, il y a des jeunes qui ont besoin d'un séjour et des services intensifs, mais s'il y a quelque chose dans la vision qui sort à l'automne, c'est qu'il faut que ce soit relativement court terme avec des objectifs et un objectif de vie, un projet dans ta vie, là. Ça peut pas être vivre en centre de réadaptation toute ton adolescence, ton projet de vie, là. C'est pas possible. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes que c'est ça leur projet de vie. Mais c'est peu. C'est très peu. Mais on appelle ça aussi un centre de réadaptation. Je veux t'entendre peut-être là-dessus, sur cette appellation-là. Oui. Les jeunes haïssent ce nom-là. Ben, les jeunes, les moins jeunes aussi, ils l'haïssent. Je leur ai dit de m'écrire pour me dire de changer ça. Parce que c'est pas moi qui décide ça. Hein. C'est ailleurs. Ce qu'on appelle la nomenclature des établissements du réseau, là. C'est pas Leslie Hill qui décide ça. Mais, non, bien, il faut trouver la personne qui décide ça puis lui dire que ça va pas Mais les jeunes doivent juste m'écrire. Parfait. Bon, on envoie le message. En marge, je peux m'écrire aussi. Parfait. On va faire mais ça. Tout ça pour dire que la raison que les jeunes n'aiment pas ça, en tout cas, ceux qui m'ont expliqué leur point de vue, c'est que c'est comme si c'était les jeunes le problème. Tu sais, t'es mésadapté, t'as besoin d'être réadapté, là. Quand dans les faits, c'est souvent des trucs qu'ils ont vécu qui sont le problème. Et tout ce qui est autour d'eux qui n'est pas facilitant pour eux aussi, là. Donc, il faut agir sur l'ensemble des facteurs qui les amènent à avoir des difficultés, puis pas juste sur le jeune. En effet. Mais c'est quand même flagrant le fait d'avoir un jeune qui arrive, qui a 13 ans, puis qui se dit, mais moi, je m'en vais dans un centre de réadaptation. Ça te met déjà en tête que tu es le problème. Donc, pour moi, c'est quasiment 50% du problème d'appeler ça comme ça. Eux autres, ils appellent pas ça de même. Ils appellent ça un centre de jeunesse. Oui, ben c'est le nom, en fait. Mais c'est un centre pareil. Oui. Mais centre jeunesse, déjà... Centre jeunesse, centre de soutien de la famille qui s'accompagne. Il y a quelque chose à faire avec ça. J'ai eu beaucoup des propositions, centre d'apaisement. OK. Ben, c'est déjà intéressant. Centre de soins. Ça fait un peu hôpital. Oui, un peu. En tout cas, il faudrait voir avec les jeunes si on change ça à un moment donné. J'aime l'idée que ce soit les jeunes qui décident le nom. J'ai un autre jeune qui est passé et qui disait aussi, en lien un peu avec ça, je pense que c'est en étant dans la rue que j'ai appris à redonner aux autres, à prendre soin des autres, à être solidaire. Ma suggestion avec ça, c'est dommage que ce ne soit pas à l'intérieur aussi des centres jeunesse de réadaptation, que ces liens-là aient pu être créés. Donc encore... Mais ça, c'est coupé court un peu. Moi, j'entends ça, puis je me dis, wow, quelle solidarité. Mais ça me dit aussi, ça prend la possibilité de forger des liens, peu importe où tu es. Ça en prend à l'école, ça en prend si tu es en centre de réadaptation, ça en prend même si tu es dans ta famille. Donc, les liens sociaux, les liens pour les jeunes sont importants. Puis c'est ça qu'il faut travailler dans les centres de réadaptation. Il ne faut pas qu'ils soient coupés de l'extérieur, les jeunes. Donc, cette idée d'une tour un peu fermée, hermétique, c'est pas bon pour les jeunes. Puis, si ça a été comme ça, malheureusement, c'est comme
une perversion de la loi. La loi qui dit que tu peux pas être identifié si tu es suivi sous la loi sur la protection de la jeunesse, etc. Mais il va falloir trouver des façons de faire entrer la communauté dans ces centres-là. Puis il va falloir trouver le moyen d'avoir le plus de jeunes possible qui fréquentent des écoles de quartier comme tous les autres jeunes pour maintenir des liens à l'extérieur. C'est là qu'on arrive au fameux partage du risque, justement, là, qui est un peu imposé à la DPJ, d'avoir toute l'imputabilité dès qu'il se passe quelque chose, ce qui fait qu'on a moins envie de prendre des risques, mais justement, c'est un autre cycle qu'il faudrait peut-être briser. Je pense que l'important, ce serait justement qu'on se partage tous ce risque-là. Moi, je lève la main en tant qu'en marge pour qu'on commence, mais c'est quoi les prochaines étapes? Comment est-ce qu'on arrive à une société qui a une institution spécifique qui est à blâmer pour tout, à avoir toutes les sphères de la société qui prennent ce risque-là ensemble en se disant, bien, c'est pour le bien des jeunes, il faut prendre des risques. C'est pas mauvais de prendre des risques, il ne faut pas prendre tous les risques de manière non structurée, non calculée, mais il faut en prendre parce que ça fait partie de la vie pour les jeunes aussi. C'est le nerf de la guerre, cette affaire-là. Puis j'ai l'impression que je vais avoir le temps de retourner à la retraite, puis ça ne sera pas maîtrisé parfaitement, là, ce problème. Ça m'enlève beaucoup d'espoir, là. Mais, en fait, c'est un work in progress, cette affaire-là. Il faut qu'on se conscientise que on va pas... Tout le monde a besoin, en fait, de se conscientiser. T'sais, on a des parents qui pensent qu'ils vont rentrer leur jeune au garage puis il va sortir de te le réparer. Donc, eux, ils ont un rôle, une responsabilité. Il y a des écoles qui pensent que, ben, on va l'expulser puis il va être scolarisé en centre jeunesse, pas grave. Mais c'est grave au bout, là. C'est grave pour un jeune de perdre son réseau de soutien, comme on vient de dire là. Ouais. Donc, l'école ne veut pas gérer de risques, mais on est en train de contraindre le jeune à vivre des choses qui ne vont pas dans le bon sens pour lui, en fait. Donc, l'école a besoin de faire des efforts. Les policiers, eux autres, ben, c'est pas de leur faute, là. Chaque fois qu'un jeune est en fugue, on signale à la police parce que c'est ça que les protocoles disent de faire. Peut-être c'est ça qu'on a besoin de revoir. Donc, est-ce que c'est vraiment après 1 heure seulement d'absence non autorisée qu'on devrait sortir les gros canons? Donc, on doit se poser des questions. Mais ultimement, au bout de tout ça, là, il va falloir que la société comprenne en affaires. On veut qu'une tête roule chaque fois qu'il arrive quelque chose. Mais si on commence à gérer du risque, il va en avoir des affaires. Il faut apprendre à bien gérer le risque. Donc, c'est sûr que si une jeune fille fait partie d'un ring de proxénétisme, si elle est vraiment à risque d'exploitation sexuelle, bien, dès qu'elle fugue, on va être plus inquiet que si c'est un jeune qui, normalement, se rend en marge pour voir du monde une journée ou deux, puis qui revient. Donc, il va falloir qu'on soit beaucoup meilleur collectivement pour apprécier le risque réel. Parce que fuguer, c'est pas un risque en soi, là. Non. Il y a des risques associés à la fugue, mais la fugue en soi, est-ce que c'est si néfaste dans les conditions de ces jeunes-là? Puis il faut se poser cette question-là. Oui, puis j'irais même plus loin, particulièrement avec les jeunes qui sont les plus vulnérabilisés, comme tu dis, la situation d'une jeune fille en situation d'exploitation sexuelle ou à risque de très fort. C'est justement avec ces jeunes-là qu'il faut être capable de prendre plus de risques parce que les autres manières plus conventionnelles, d'essayer d'encadrer plus strictement, ça ne fonctionnera généralement pas. Ça va avoir l'effet inverse généralement de la personne va plus se braquer puis va vouloir davantage se référer à d'autres modèles. Puis ces modèles-là ne sont peut-être pas les meilleurs non plus. Mais sais-tu ce qui est difficile pour les intervenants? C'est le jugement sociétal. Parce que tu sais, si un jeune fugue, admettons qu'on se donne des modalités pour essayer de vraiment gérer collectivement le risque, il n'y a jamais de risque zéro, là. Donc, s'il arrive quelque chose, il faut être capable de démontrer les efforts qui ont été déployés pour gérer ce risque-là, mais on doit arrêter de vouloir du sang puis une tête sur une clôture chaque fois qu'il arrive quelque chose, parce que sinon, les gens ne voudront plus
prendre de risques. On veut que tu restes pendant plusieurs années, c'est ça que je comprends. On veut pas couper ta tête, là. On verra. Bon, on souhaite pas. Je pense pas qu'on souhaite ça. Donc, la prochaine étape pour mieux gérer le risque ensemble, on parle des écoles, on parle du système de justice. Comment est-ce qu'on assoit ces personnes-là autour de la table avec nous autres, qu'on les invite dans le podcast puis qu'on discute de cette gestion de risque-là? C'est qui les personnes? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut arriver à ça plus ou moins bientôt? Je pense que ça va prendre une stratégie consciente pour y arriver. Mm-hmm. Parce que tout le monde a un bout de risque à gérer. Tu sais, quand je suis allée à la capitale nationale, il y a des policiers qui étaient là dans la salle lors de la consultation. Eux autres, ils avaient vraiment mobilisé leurs partenaires. Je pense que quand il y a une mobilisation très forte, partenariale, c'est là qu'on peut oser avoir ces discussions-là intéressantes et importantes pour voir comment on gère ce risque-là ensemble. C'est pas plus drôle pour les policiers d'avoir à toujours sortir chaque fois qu'il y a quelqu'un en fugue, là. Non, puis ils veulent pas le faire non plus, de toute façon. Là, on en a parlé, on parle beaucoup avec la police aussi. Oui, puis il faut être capable de les pister sur c'est quoi les situations les plus à risque, justement, là. Uh-huh. Puis déployer les gros canaux quand c'est requis. Donc, je pense qu'il y a des espaces de discussion qui sont requises régionalement et localement aussi. C'est pas juste un truc au plan national. Ben écoute, Leslie, moi je pense que j'ai plus de questions pour toi. Par contre, je pense que quelqu'un qui aimerait venir te poser des questions. Bonjour, Lou. Excellent. Oh, je me fais tasser. Je pensais que t'allais tomber, là. C'était moins... Elle avait hâte d'arriver. Salutations. Bonjour. Déjà, moi, j'écoutais à côté, là. Je suis quand même bien impressionnée par... les choses que tu veux mettre en place, puis ta vision de la DPJ et le fait aussi que t'essaies pas nécessairement de faire voir la DPJ sous une seule vérité et genre le fait que comme c'est le système et ça fonctionne de même, mais t'essaies réellement de voir les choses différemment. Par contre, c'est sûr que tout est très large, là, parce que la DPJ, ça comporte beaucoup d'affaires. Mais moi, je voulais savoir concrètement, c'est quoi les choses que tu as mis en place déjà concrètement pour pouvoir améliorer les services? En centre de réadaptation, N'importe. Particulièrement? Tu sais, les centres de réadap, si je commence par ça, là, ce qui m'a plus préoccupé dès mon arrivée, c'est les mesures de contrôle. C'est mon cheval de bataille, là, puis ils le savent. Tout le monde le sait. Puis on les questionne, les régions, sur l'utilisation de ces mesures-là. Puis quand tu questionnes, les gens se mettent en action. Il y a vraiment énormément de directives que j'ai envoyées dans ce réseau-là sur ça. Sur la fouille, sur le retour de la fugue, justement, pour qu'on mette en place les bonnes pratiques. Le retour de la fugue, là, il faut que ce soit chaleureux. Faut pas que tu sois dans une salle d'isolement puis fouillé systématiquement. Donc, il y a des choses que, puis je dis pas que c'est partout comme ça non plus, là, mais il y a des choses que je voulais mettre super claires. C'est l'utilisation du retrait, l'utilisation de toutes ces mesures-là que je veux les plus exceptionnelles possibles. Donc, je dirais que ça, c'est une des actions avec une série de mesures, là. Mais... puis là, c'est pas juste moi, c'est le ministre aussi. On regarde les pratiques d'embauche également. Tu sais, on a eu toute la crise à Cité des Prairies à l'automne. En fait, ça arrivait quand je suis arrivée, là, ça venait de sortir. Puis on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on met en place pour aider ces intervenants-là pour s'assurer qu'on ait des pratiques éthiques, sécuritaires, mais... c'est pour le personnel et les jeunes aussi, je dirais. Puis il y a une grande partie des problèmes qu'on a vus là qui étaient reliés aux ressources humaines et aux pratiques de gestion. Hein. Donc, on a envoyé des directives sur ça aussi. OK. Aussi, je me suis pas présentée. Moi, je m'appelle Important. Lou.
je viens de te poser ces questions parce que j'étais dans le système de la DPJ pendant longtemps et moi, c'est pas un système qui m'a aidé du tout. Puis là, je suis contente de voir que les choses tendent à changer. Je voulais savoir aussi, pourquoi est-ce que tu penses que toi, tu es bien placée pour prendre, c'est comme la directrice dans la DPJ, quand tu as une travailleuse sociale, quand tu vas au tribunal de la jeunesse, tout est signé au nom de la directrice. Donc, c'est tout le temps nébuleux, on sait jamais c'est qui, nous les jeunes, la directrice, tu sais. Puis, je veux savoir, pourquoi est-ce que tu penses que toi, tu es bien placé pour prendre des aussi grosses décisions pour des jeunes? Ben écoute, je prends pas des décisions pour tous les jeunes du Québec. Non, mais... Donc ça, c'est important de le dire. Les DPJ existent toujours, là, dans chacune des régions qui doivent prendre des décisions. Puis je sais même pas si je suis le mieux placé. J'essaie juste de faire une différence, Lou. Mais je dirais que peut-être la chose forte chez moi, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec le communautaire avant d'occuper cette fonction-là. Puis j'y crois vraiment. Puis je crois à la participation des jeunes et des parents, mais là, on parle des jeunes. Donc, tu sais, j'essaie de travailler avec les associations de jeunes qui ont été créées, comme le collectif Ex-Placé DPJ, Care Jeunesse, Mouvement Jeunes et Santé Mentale, la coalition Jeunes Plus, puis avoir leur opinion sur des affaires. Puis, j'ai mis en place un petit comité où je vais m'assurer de les voir régulièrement et essayer d'impliquer des jeunes dans les travaux qu'on fait aussi. Au lieu de décider des affaires pour les jeunes, il faut commencer à décider des affaires avec les jeunes. Incroyable. Pour l'instant, tu es engagée. Je suis pas clairée encore, je suis vraiment rassurée. Mon autre question, c'est comment est-ce que tu penses... Parce que pour moi, le centre jeunesse, je suis passée par là aussi, c'est vraiment mettre des problématiques, on les enlève, on les met tous ensemble. Les jeunes sont les problématiques, on les met, et puis après, comme ça, ils sont plus là. Puis après, ils vont ressortir, éventuellement. Sauf que pour moi, c'est pas régler un problème ou prendre réellement soin des jeunes. Et je pense pas que dans le système de la DPJ, les jeunes sont réellement écoutés. Pour moi, c'est complètement... tu sais, on fait tout ça pour les jeunes, mais au final, les jeunes j'ai jamais vu des jeunes qui avaient réellement leur mot à dire et à qui on demandait comment ils allaient ou qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Comment est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour les jeunes d'être placés en centre jeunesse ou en centre jeunesse? Ouais, c'est vraiment pas dans nos habitudes de faire ça, mais il va falloir qu'on vous laisse attendre jusqu'au prochain épisode pour avoir la réponse à la super question de Lou. Malheureusement, la discussion a été beaucoup trop longue et il va falloir qu'on coupe ça en 2 épisodes. Alors, on se revoit au prochain dans une petite semaine et on vous dit à bientôt.